Une question pour Nicolas Bouzou. C'est ici. Merci. Vous avez évoqué la possibilité de la famille d'amour comme pouvant être une structure à pérenniser, et ensuite vous avez développé d'autres valeurs en disant non, la famille d'amour ne peut pas être cette structure, mais vous n'avez pas argumenté cette position. Je suis très favorable à la famille d'amour et j'aime ça. Simplement, ce que je dis, c'est que je ne suis pas certain que ça dure. Je ne suis pas du tout certain que ça disparaisse non plus, mais je ne suis pas certain que ça dure. Pourquoi? Parce que je fais un raisonnement à l'envers. Je me dis, au fond, la famille d'amour est une institution qui est née avec une révolution technico-économique qui est la première révolution industrielle. J'ai expliqué très schématiquement le mécanisme tout à l'heure. Première révolution industrielle, c'est la machine à vapeur, c'est la création de l'usine, ce sont les économies d'échelle. Donc les usines, vous les localisez d'abord près d'un port et puis ensuite près d'une gare, on va dire, à partir de la deuxième partie du 19e siècle. Et donc c'est le mouvement massif d'exode rural des campagnes vers les villes. Quand les gens sont plus proches de leur famille, mais qu'ils sont à 100 ou 150 km de leur famille, leur choix, si vous voulez, d'affinité change. Et donc la nature de la famille change. Mais si vous voulez, ce que je me dis, c'est si ça s'est produit dans un sens, ça peut parfaitement se produire dans l'autre sens. Et d'ailleurs, vous avez aujourd'hui une grande thématique qui commence à émerger, qui me déplaît souverainement à titre personnel, mais comme je vous le disais, ça n'a absolument aucune espèce d'importance, c'est la logique du polyamour, au fond, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, si on aime plusieurs enfants, on pourrait aimer plusieurs conjoints. Et je vois bien d'où ça vient, c'est plutôt des choses qui viennent de Californie, etc. Donc vous voyez bien que vous avez quand même quelque chose qui vient aussi de cette vague technologique. Donc je ne sais pas du tout la forme que ça prendra. Mon argument, c'est simplement de dire, c'est une institution, la famille d'amour, qui est relativement récente, qui est en débat, et donc il faut aller chercher nos permanences, il faut aller les chercher ailleurs. Et donc moi je vais les chercher, alors j'ai pas pu aller les chercher à la première grande vague d'innovation qui est grosso modo l'invention de l'agriculture, voilà. Mais bon, j'arrive quand même à remonter 2500 ans pour trouver des choses qui me semblent relativement solides. Et donc je me dis, les valeurs, les vertus platoniciennes, ça a quand même traversé l'essor du grand commerce, ça a traversé la Renaissance, ça a traversé la première révolution industrielle, celle du chemin de fer, ça a traversé la Belle Époque, ça a traversé les 30 Glorieuses. C'est quelque chose sur lequel je me sens assez à l'aise pour m'appuyer. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui doit être concerné, à mon avis, c'est l'Église. Parce que l'Église ne parle de mentalité, mais d'éternité. Est-ce qu'elle est neutre? Est-ce qu'elle est pour? Est-ce qu'elle est contre? Et est-ce que ça se traduit dans un pays ou dans un autre par quelque chose? La religion n'a rien à voir avec le transhumanisme, s'il s'agit d'un transhumanisme. Alors en ce qui concerne l'évolution des religions officielles, on a plusieurs exemples de voir à quel catastrophisme ça conduit. On ne va pas prendre des exemples très précis, parce qu'on mettrait en balance les musulmans avec les chrétiens, et ce serait désobligeant pour quelques chrétiens qui sont ici et qui aiment bien les musulmans, et vice-versa. Donc, c'est vrai, il faut l'observer, dans toutes ces révolutions technologiques, n'entrent pas en question les capacités technologiques. Des civilisations aussi, si on peut parler le terme civilisation, aussi rétrograde que l'armée islamique, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'IA, c'est le même sigle, que l'intelligence, c'est curieux, a beau être des développements technologiques quand il s'agit de bombarder, ou même nettoyer son couteau après avoir égorgé quelqu'un, qui sont des mesures d'hygiène après tout à fait respectables, parce que le soir, il faudra qu'il partage le gigot avec ce même couteau. C'est évidemment tout à fait incompatible. Donc nous parlons de différentes situations et de différents biotopes. Vouloir unifier l'humanité en un seul biotope, c'est évidemment complètement idiot. Donc il faut voir la diversité des religions, voir dans quelle mesure, où c'est les bouddhistes qui sont, c'est pas une véritable religion, mais des grandes religions monothéistes. Il y a actuellement une d'entre elles, je ne la nommerai pas, j'aurais trop peur d'une fatwa, qui n'est pas du tout dans le coup.
On a entendu Jacques Arnoux hier qui nous a ouvert quelques portes de réflexion sur ce sujet. Je voudrais redire par exemple que donc, il y a un certain nombre de transhumanistes, de personnes qui se réclament du transhumanisme et qui sont quand même, qui se présentent comme des chrétiens transhumanistes. Il y a une association mormone transhumaniste, et donc il en a parlé hier, voilà, donc c'est juste pour rappel, donc la confrontation existe. Par ailleurs, par exemple, l'association italienne transhumaniste est en dialogue avec le Vatican déjà depuis plusieurs années. Et donc, dans le sens inverse, le Vatican a ouvert la porte également au dialogue. Alors, je ne m'avancerai pas pour parler des positions de l'Église, je ne suis pas du tout placé pour le faire, mais je peux vous dire en tout cas que le dialogue existe de tas de manières, que ce soit au niveau des institutions ou que ce soit au niveau des croyants. Voilà, juste un point par rapport à la question. Je voudrais savoir ce que vous pensez du revenu universel, du revenu de base, sachant que c'est aussi une proposition qui est faite au sein de l'association FT Technoprog. Notre système de protection sociale, il y a 10 ans, était bien cohérent avec les données économiques et sociales d'il y a 10 ans, c'est-à-dire prédominance du salariat, c'est-à-dire, on va dire, des technologies relativement prévisibles, ainsi que la technologie relativement prévisible. Et aujourd'hui, tout ceci a changé, bien évidemment. Je rappelle que le travail indépendant n'est pas quelque chose de gens méchants, ou ça n'est pas l'ultime combat du capital qui veut détruire le salariat, comme j'ai entendu hier soir. Excusez-moi, je suis un peu traumatisé par une émission de télévision que j'ai faite hier soir. Bon, c'est pas du tout ça le sujet. Le travail indépendant, c'est justement un nouveau rapport de production. C'est-à-dire que les marxistes officiels ne comprennent même pas le marxisme, parce qu'ils ne l'ont pas lu en fait. En réalité, les NBIC, ça génère de nouveaux rapports de production, ça aboutit à une diminution très forte de la taille des entreprises, et l'aboutissement ultime de la diminution de la taille des entreprises, c'est le travail indépendant. C'est ça le raisonnement rigoureux et correct, si vous voulez. Alors, ça ne veut pas dire que l'entreprise et le salariat vont disparaître, mais ça veut dire que la part de marché de l'entreprise et la part de marché du salariat dans la totalité des relations du travail va diminuer ces prochaines années. Et ça a d'ailleurs commencé, puisque 25% des actifs américains sont des indépendants, 15% des Anglais, grosso modo, et 12% des Français, il y a 8% d'autres entrepreneurs et 4% d'autres choses, de travailleurs indépendants, etc. Donc on voit très clairement qu'on a une mutation, mais qui vient de la technologie. Ça doit nous amener à repenser notre protection sociale, d'autant plus que dans ce travail indépendant, vous avez de l'activité qui n'est pas véritablement du travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un hôte Airbnb, par exemple, ou quelqu'un qui roule, alors Uber Pop a été interdit en France, mais ça reviendra d'une façon ou d'une autre, de toute façon, puisque c'est un avatar de la technologie. Vous ne pouvez pas dissoudre la technologie, donc ça reviendra d'une façon ou d'une autre, mais ce ne sont pas des métiers, mais ce sont des activités. Ce sont des activités, elles doivent ouvrir des droits sociaux. Quel type de droits sociaux? C'est extrêmement compliqué dans la réalité, parce que c'est très difficile à contrôler. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que le revenu universel peut constituer une protection efficace et équitable. Donc, vous voyez, du point de vue intellectuel, je commence à me convertir à cette idée. Alors, cela dit, il ne faut quand même pas oublier qu'il faut éviter les révolutions, il faut préférer les réformes, et passer de notre système de protection sociale actuel à un système basé sur le revenu universel, c'est quand même quelque chose qui est très complexe. Pourquoi? Parce que le revenu universel existe déjà en réalité en France, ce qu'on appelle le RSA. Il faudrait... Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faudrait l'étendre considérablement, le rendre universel et supprimer le reste. Mais on a déjà cette base. Mais vous comprenez bien que si, au moment de la présidentielle, je vais voir les candidats et que je leur dis j'ai une très bonne idée, on va étendre le RSA, élargir la base et supprimer tout le reste, il y a assez peu de chances que je sois entendu. Voilà. Donc on a quand même un travail d'explication qui est très important à faire. On avale tout ce qu'on nous sert, je dirais. Aujourd'hui, on a entendu que des gens qui parlaient au nom de... qui critiquaient un peu, mais il faut bien... Quand on se parle devant une perspective eschatologique, ou bien qu'on parle du point de vue de l'Apocalypse, on voit bien que la situation est totalement atypique, elle n'a rien à voir avec le passé. Alors, essayez de raisonner encore avec le marxisme, la protection universelle, enfin toutes ces utopies qui se sont succédées au cours de...
les 2 derniers siècles, les 3 derniers siècles, je crois que c'est une grosse faute. Et actuellement, il y a des mouvements qui se développent dans les zones industrielles, notamment où il y a un gros développement des nanotechnologies. Je pense à Grenoble, par exemple, où on voit des néoludistes apparaître, c'est-à-dire des mouvements de contestation qui refusent les réformes technologiques et qui sont partisans de détruire, comme les ludiques au XIXe siècle en Angleterre, le matériel. Et ceci risque de se propager d'une façon traînée de poudre, je dirais, parce que ça ne passe pas aussi facilement qu'on croit au niveau des travailleurs, ce qui existe encore de travailleurs de CIS traditionnels. Donc alors je pense que nos problèmes... Moi évidemment je suis un partisan de l'anarchie qui est tout à fait différent et dont on a très peu parlé, c'est-à-dire de la notion de regret qui accompagne obligatoirement, d'après Élisée Reclus, la notion de progrès, si on se passe la définition de Gibbon ou d'autres personnes comme ça. Le progrès n'est pas un accroissement progressif et quasi exponentiel du bien-être et des qualités de la technique. Tout développement de technique s'accompagne probablement de ce qu'il appelle très justement les regrets. C'est-à-dire qu'il y a une balance qui se fait, je dis pas le regret, les regrets, c'est-à-dire la régression. La société est totalement en opposition d'une régression et d'une progression. Donc ceci doit être intégré. Et quand il y a une telle puissance de feu au niveau des techniques, aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a peut-être aussi une puissance de feu opposée. Je ne suis pas dans une homéostasie de la production industrielle, mais enfin, il y a quelque chose de cet ordre et il faut se méfier des oppositions qui sont en train de se construire aujourd'hui dans la balance économique et qui amèneront des perturbations dans lesquelles on sera surpris, un peu comme au niveau politique, on a été surpris après avoir parlé des printemps arabes et des choses comme ça qui étaient merveilleux, on était dans pleine utopie totale, vous voyez ce qu'il en reste. Et c'est peut-être comme ça, quand on parle du progrès industriel, attention à tous les regrets qui vont apparaître. Ce sera à ce moment-là peut-être des regrets éternels. Je reviens à la question qui portait sur le revenu universel, sans être du tout économiste, donc je ne m'avancerai pas du tout dans des aspects techniques, mais je le conçois personnellement comme quelque chose qui, justement, peut donner des atouts, pour ne pas dire des armes, à commencer par du temps, et du temps de réflexion, à des forces qui puissent contrebalancer des acteurs qui nous paraîtraient aller trop vite, trop fort, les GAFA, etc. Donc, en effet, le revenu universel me paraît a priori quelque chose de tout à fait positif. Bon, simplement, pour dire quelque chose en explication, enfin, cette convergence NBIC, par exemple, sa part robotique, on lit de plus en plus, vous pouvez lire de plus en plus d'analyses qui calculent que donc elles vont détruire tant de millions d'emplois, par exemple, mais dans une logique classique, disons, pas en faire apparaître l'équivalent. Et que donc dans le modèle dans lequel nous sommes, eh bien, ça aurait tendance à laisser pas mal de monde sur le carreau. Il me semble absolument essentiel de réfléchir à des solutions alternatives ou à des solutions de transition, alors peut-être ça s'appelle des réformes, qui permettent que se développent d'autres activités, pas forcément des métiers, mais donc qui puissent se développer dans le temps, dans la formation, dans le retour à la formation, dans la prolongation du temps de l'école. Quand je dis prolongation du temps de l'école, moi je réfléchis à une perspective de 150 ans ou de 200 ans d'existence. Vous voyez, ça peut vouloir dire des temps de formation et de reformation, en quantité tout à fait impressionnante par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Je pense qu'il faut commencer à se projeter dans ce genre de choses. Alors forcément, à mon avis, il y a besoin de quelque chose comme un revenu universel. Et puis par ailleurs, à mon sens, ça n'est que justice, parce que toute cette convergence technologique, elle produit quand même une très grande quantité de gains de productivité, me semble-t-il. Il y a des tas de choses pour lesquelles il n'y a plus besoin que les humains fassent le travail, des machines, des ordinateurs, etc., font le travail, ou bien souvent, vous avez remarqué, c'est souvent le client qui fait le travail maintenant. Vous allez peser vous-même votre petit sac sur la balance. Ce gain de productivité, à mon avis, c'est juste une question de justice, de le redistribuer vers toutes les personnes qui n'auront plus strictement
travail. Donc, revenu universel. Vous avez parlé dans les 4 valeurs que vous avez retenues comme pouvant être la base du maintien d'une certaine humanité, puisque pérenne pendant des siècles. Vous avez parlé de la justice. Il semble actuellement que justement le sentiment d'injustice est de plus en plus présent chez les personnes et que ça pourrait être à l'origine de ces révoltes dont parlait Jean-Didier Vincent. Comment pouvez-vous envisager, quand on sait quelle puissance financière il y a derrière les NBIC, comment envisager que Google, que l'armée américaine puisse défendre cette valeur justice que vous évoquiez? Ce qui va se passer ces prochaines années, ce sont en effet des destructions d'emplois énormes qui sont liées à cette vague de destruction créatrice. Je n'achète pas, je sais que c'est à la mode, je ne suis pas sûr d'avoir raison sur ce point, sur les autres sites, et sur ce point, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir raison, mais néanmoins, moi je crois qu'on va recréer quand même plus d'emplois que ce qu'on va détruire. Pourquoi je crois ça? Parce que là encore, je fais une observation historique. L'histoire du déclinisme économique, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Et à chaque fois, on dit très exactement la même chose. Et ce que l'on dit aujourd'hui quand on réfléchit au NBIC, mais c'est vraiment très exactement mot pour mot la même chose de ce qui était dit quand on parlait du chemin de fer, quand on parlait de la machine à vapeur, quand on parlait de l'impression. À chaque fois, c'est pour ça que, pardonnez-moi de le citer, mais c'est pour ça que j'avais à plein de mes livres, on entend l'arbre tomber mais pas la forêt pousser, parce que c'est vraiment ça quand vous êtes dans une période de changement. Donc on va créer potentiellement beaucoup d'emplois si nos politiques publiques en matière d'emploi sont intelligentes. Voilà, non, parce que ce n'est pas le cas en France, vous savez. Alors, il y a plein de pays dans lesquels c'est le cas. C'est le cas en Autriche, c'est le cas en Suisse, c'est le cas en Suède, c'est le cas au Danemark, c'est le cas au Canada. Il y a plein de pays qui vont très bien. La question du marché du travail est très simple, intellectuellement. Si on veut la régler, on la règle en 2 ans. Donc c'est vraiment pas compliqué. Nous, on ne le veut pas. Mais donc, nous, on a une politique qui n'est pas bonne. Mais c'est ça qui freine. Je dis toujours, c'est pas l'intelligence artificielle qui crée des emplois, qui fait du chômage, c'est l'inintelligence des politiques économiques. Donc ça, il faut en avoir conscience. En revanche, la justice, et je reviens à ce que dit Amartya Sen, c'est ce qu'il appelle les capabilités. C'est-à-dire, et je pense que c'est ça l'acception moderne de la justice, c'est pas prendre l'argent des riches pour donner aux pauvres, parce que ça, c'est con. Non, mais vous voyez, vous donnez de l'argent à un pauvre, il reste pauvre, donc c'est pas ça, sauf si vous voulez vous donner bonne conscience. Mais si vous vous intéressez à la justice humaine, c'est pas ça. La justice humaine, c'est Amartya Sen. C'est qu'est-ce que je propose comme dotation initiale à tous les individus pour qu'ils aient la possibilité de faire leur vie ou de la reconstruire. Par exemple, suite à une vague de destruction créatrice schumpeterienne. C'est peut-être là où on peut introduire une petite nouveauté par rapport à ce que dit Amartya Sen. Et donc, je pense que vous avez la question financière, le revenu universel, ok, mais vous avez surtout, et merci d'en avoir parlé, l'immense question de la formation. L'immense question de la formation. Et le grand paradoxe apparent, mais c'est une dialectique au fond des NBIC, c'est que contrairement à ce qu'on croit, plus on fait de progrès dans l'ordre technique, plus la formation que l'on doit offrir aux gens est une formation classique. C'est d'ailleurs à cette aune-là que je me suis élevé contre la réforme du collège. Parce que c'est bien entendu parce que nous entrons dans l'ère des NBIC qu'il faut réapprendre le latin et le grec. C'est complémentaire. À l'inverse, apprendre le code me paraît vraiment, code informatique, me paraît un truc d'une ringardise épouvantable. Épouvantable. Mais le latin, le grec, lire, écrire, compter, avoir l'esprit de synthèse, ça, c'est très important pour entrer dans l'ère des NBIC. Et donc, le réinvestissement concret de la notion de justice, à mon avis, c'est là-dedans. Oui. Le problème n'est pas, je crois, dans l'éducation. Le problème, c'est dans l'affectivité qui s'échange entre les humains, qui est en train de s'atrophier complètement. C'est l'affect qui est devenu une denrée qu'on ne connaît plus. Alors, je voudrais revenir à Nietzsche, qui est un philosophe qui a été, ainsi que Schopenhauer, qui sont des philosophes du désir, surtout Schopenhauer en ce qui concerne le désir, mais surtout Nietzsche en ce qui concerne le ressentiment. N'oubliez pas ce concept du ressentiment qui va devenir de plus envahissant et qui vient justement à faire naître d'une part la contagion affective dont je parlais, qui conduit aux émeutes, qui c'est inévitable et qui est inexplicable et qui est inaccessible ni aux Grecs ni à la raison. Et puis il y a évidemment le reste qui consiste justement à une sorte
déchéance de l'affect, qui est la conséquence de cette obsolescence de l'âme, finalement. Voilà, donc on en revient au discours que tenait un religieux parmi nous, mais bon, il y a des religieux qui sont très intelligents, hein, quand même. Il faut bien savoir que l'âme n'est pas inutile. À quoi ça sert l'âme? D'abord, il faut mieux parler de psyché, parce que l'âme est tellement connotée du point de vue transcendantal que ça fait enrager les neurobiologistes. Mais bon, pour le reste, et alors on a laissé de côté les cognitivistes que j'ai un peu dans le collimateur ont confisqué le cortex pour eux. Et puis nous ont laissé la cave à nous autres pauvres neurobiologistes des passions, pauvres adeptes des piqûres, c'est-à-dire qui considèrent qu'évidemment la psyché, c'est-à-dire les émotions, c'est-à-dire la souffrance, la joie, était, comme dit Épicure, le cri de la chair. Eh bien, la chair, elle est complètement oubliée dans ce jeu des NBC. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire puisque c'est un produit du hasard chimique. Je vous rappelle que Fullerene, c'est en l'honneur de Buckminster Fuller, qui avait fait le premier gène de... Il y a quelqu'un de Montréal ici qui est là ce matin, qui est un gène, une couverture géodésique. Alors il y a 60 atomes et 60 atomes avec 12 pentagones et 20 hexagones qui forment cette structure en forme de ballon. Au début, ça devait s'appeler un footballon ou je ne sais pas quoi, puis ils ont préféré lui donner le nom plus respectable de Buckminster Fuller. Alors, il y a ensuite les nanotubes. Hein. On n'a pas encore célébré les nanotubes, qui sont extraordinaires. Alors, il y a eu, au début, avec Dexter, il a proposé toutes ces formes d'auto-réplication des graphènes, et des nanotubes, et puis d'autres composés. Au début, on a bricolé. On a essayé avec des pinces laser d'associer des cobalt, je crois, pour écrire IBM. Vous vous rendez compte d'une chose, quel progrès social. Mais après, on a fait des progrès dans la création, et maintenant, c'est des secrets de fabrication. Et vous en avez partout des nanopoudres, des small dust. C'est de plus en plus l'armée qui est consommatrice de ces petits nanobots qui entourent comme un nuage smart dust de récepteurs, de température, de vent, de toutes sortes de choses qui passent par des centrales et des décisions qui sont prises. Il y a notamment des gros, quelquefois le guerrier, c'est la DARPA qui est l'Institut de recherche américain qui profite de tous ces travaux. Vous avez, c'est le guerrier solitaire des romantiques. Hein, je cite là oui, j'arrête. Donc ils sont, c'est bien quoi, les nanos, c'est l'avenir. Mais enfin bon, il y en a un au moins dans la salle qui a un gilet de peau qui a des nanocomposants. Bon, je n'insisterai plus. Il y a dans le NBIC, il y a
il y a la loi de Moore qui est dépassée, c'est ça qu'on peut dire pour être d'actualité. Que vont devenir et quel usage fera-t-on des calculateurs, des ordinateurs quantiques qui, je vous signale, reposent sur sur l'utilisation de graphène. Le graphène, c'est une monocouche, c'est une quatrième forme de cristallisation du carbone. Et alors, ils ont des propriétés extraordinaires. C'est un des projets du 8e plan européen, le graphène, supraconductivité, les atomes perdent leur masse et les électrons marchent à la vitesse de la lumière presque, etc. D'où vous voyez toutes ces propriétés qui sont radicalement différentes. Comme tout nanocomposant, il y a la fameuse coupe de liqueur qui change de couleur, c'est de l'or, du nano-or, c'est devenu un poison, c'est un antioxydant, etc. etc. Enfin, tout ça, c'est le monde des nanos. Puis il y a les grands plans. Je voulais terminer sur cette note inoptimiste, qui est le plan américain qui va prolonger le plan de Bush, c'est donc le plan de Obama. Il est appelé BAM, Brain Activity Map. Le projet se présente comme le plus grand, ambitieux effort de la recherche fondamentale en biologie depuis le Human Genome Project. Il profitera de la convergence entre nanosciences et technologie. L'aventure coûtera une dizaine de milliards de dollars au début. Et ils font tout simplement une cartographie. C'est une cartographie, ni plus ni moins, comme on en a fait 1000 tentatives, fonctionnelle, une cartographie fonctionnelle malgré tout, avec des électrodes et tout ce qu'il faut. Et les techniques de morphologie, d'odologie qui sont particulièrement performantes. Et cette permettra d'aventurier des millions de connexions. Alors, on aura des ordinateurs pour stocker tout ça, mais on n'est pas sûr que ça débouche sur quoi que ce soit. Probablement, le secret du cerveau est ailleurs que dans ces synapses. Il faut peut-être chercher ailleurs. Récemment, on a découvert que les bâillements, par exemple, étaient très importants pour le fonctionnement du cerveau, car on revient à la théorie des fluides des humeurs du Moyen-Âge, puisque le bâillement, qui existe chez tous les animaux, sauf la baleine, parce qu'elle est trop grande pour que la colonne soit animée, c'est les mouvements d'eau, de LCR, dans la colonne vertébrale et dans le cerveau, qui vont entraîner des effets qu'on ne maîtrisait pas jusque-là. Donc, où sera la vérité? Que va-t-il sortir de ça? Probablement pas grand-chose. Chaque fois qu'on a fait des plans en Europe sur le cerveau, il y a eu il y avait le truc à Strasbourg, ou Human Brain, etc. On a essayé, moi, quand j'étais encore en activité, j'ai soumis des projets qui, évidemment, ont tourné très court, mais il y avait des directeurs très importants. Alors l'autre, celui qui fait le plus parler, c'est du côté de la physique. Vous avez donc quelque chose qui est probablement très utile, c'est un programme de recherche sur les graphènes. Et puis il y a l'Human Brain Project qui est dirigé par un monsieur qui est un immense paranoïaque très important, monsieur Macram, à l'Institut technologique de l'Institut très largement financé par Google de Lausanne. Et il est différent dans sa conception du projet américain, mais tout aussi démesuré, puisqu'il s'agit de réaliser une simulation du cerveau humain par un superordinateur. Vous pensez de cette grosse machine qui est pour l'instant uniquement dans la tête de monsieur qui est un brave homme, mais probablement un mégalomane. Et déjà, la plupart parmi nos collègues en France, il y en a beaucoup qui sont précipités là-dessus, comme la vérole sur le bac chez Breton, et qui en sont revenus sans avoir attrapé la vérole d'ailleurs. Voilà, et attention à l'hybris, à la destruction qui menace la démesure. Là, on est une succession de pans faramineux. N'est-elle pas comme le roulement de tambour qui glorifie les généraux et conduisent les troupes à la défaite? Plan. Voilà.